Et bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille aujourd'hui sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, aujourd'hui une lecture un peu spéciale puisque nous poursuivons les aventures du Pyro-Barbare et de Billy dans La Corne des Sables d'Ivoire, écrit par Bob Lennon et David Kuhn. C'est notre 9e épisode, ce me semble, sur cette œuvre. Nous sommes toujours dans l'acte 4, l'alarme, et je pense qu'aujourd'hui nous allons faire la suite et fin de l'acte 4, si ça ne dure pas trop longtemps. De toute manière, je pense que je vais faire le live uniquement sur l'acte 4, uniquement dans le but de terminer l'acte 4. Donc si on a terminé l'acte 4 dans 30 minutes, tant pis, l'épisode fera 30 minutes. Si on termine l'acte 4 dans 2 heures, peut-être que je m'arrêterai parce que je suis assez fatigué et que j'aurai peut-être pas le courage de faire beaucoup plus que 2 heures. Mais on va quand même essayer d'aller au bout de l'acte 4, ça serait vraiment sympa. Et je pense que c'est faisable. Je pense que c'est faisable au vu des actes précédents. J'imagine que ça devrait fonctionner à peu près. Si vous me regardez en rediffusion sur YouTube, comme d'habitude, vous aurez le descriptif, le détail dans la barre de lecture de la vidéo ainsi que dans la description de la vidéo de notre trajet, du parcours que nous allons prendre, des choix de paragraphes que je vais faire avec vous, à savoir, nous sommes dans un livre-jeu, dans ce qui est souvent connu comme livre dont vous êtes le héros, c'est-à-dire nous avons des pages avec des chapitres ou des paragraphes ou des modules, appelez ça comme vous voulez. Et donc à la fin d'un module, à la fin d'un chapitre, à la fin d'un paragraphe, on va nous dire si vous voulez aller à droite, allez à tel paragraphe. Si vous voulez aller à gauche, allez à tel paragraphe. Si vous êtes un Billy prudent, paysan, guerrier, faites ceci. Parce que oui, nous avons un personnage, je vous remontre notre fiche de personnage de Billy Prudent, qui a récolté des objets durant son aventure, qui a des points de vie, des points de chance, qui a tout un tas de statistiques qui vont nous permettre certains tests, certains G2D par exemple. Donc voilà, on a vraiment de quoi faire. C'est une lecture, c'est en quelque sorte un jeu de rôle. En tout cas, c'est un peu à la frontière entre les deux, et c'est ça qui est kiffant. Ma foi, je pense que je vais reprendre sans plus attendre. Je suis vraiment fatigué, comme je le disais. Donc, je vais essayer de donner toute mon énergie pour cette aventure et d'avancer le plus vite possible. Je vais relire le dernier paragraphe sur lequel on s'était arrêté la dernière fois afin de recoller un petit peu les wagons. Je vous rappelle que nous étions dans la nécropole d'Alistair. Il me semble que le lieu se nomme de cette manière. Et qu'on était un peu en face d'un tombeau après des événements étranges avec le décor qui semblait changer sous nos yeux un petit peu magiquement. Donc voilà, on est sur une ambiance un petit peu taciturne, un petit peu étrange. Allez, je commence par vous relire ce dernier paragraphe de l'épisode 8. 555. Le sarcophage lourdement orné trône silencieusement au centre de la pièce. Un coffre de marbre rose, posé sur un autel d'or gris, est paré d'ornements minutieux. Tout indique le respect voué à l'ancien porteur du grand turban, le sultanat Alistair. Sur sa surface, des motifs délicats s'entrelacent avec une précision d'orfèvre, comptant des cataclysmes oubliés et des origines mythiques. Chaque détail est si minutieusement exécuté qu'il semble prendre vie sous la lueur tamisée de votre torche. Le colosse siffle derrière vous. Eh bé, sacré bière qu'il tient. Rien qu'avec le couvercle, on aurait assez de fric pour s'acheter tout l'argent qu'on veut. C'est tentant, mais je pense qu'on devrait se contenter de l'ouvrir. Le sultanat risque de mal le prendre si on essaie de receler le cercueil de son propre grand-père. Ah, ouais, t'as pas tort. J'avoue qu'il risque de nous blanchir, et pas dans le bon sens, concède-t-il avec une pointe de regret. Bon, d'expérience, il y a 3 moyens d'ouvrir ce genre de bicoque. Connaître le mot de passe du poireau, ou trouver la combinaison. Et la troisième méthode ? Faire péter le sarcophage avec des explosifs, mais c'est peut-être un peu osé. Surtout que les colonnes s'effritent déjà autour de nous. Et puis, ça contredit ce que tu contredisais avant.
songez-vous. Une idée par quoi commencer ? Mot de passe, hurle-t-il soudain en vous faisant sursauter. Le sarcophage ne bouge pas. Tant pis. Les vieux y mettent souvent ça en mot de passe dans leur tombeau. Ou alors ils l'inscrivent directement à côté du verrou. Je te raconte pas le nombre de fois où j'ai ouvert un truc avec ça. Mais t'as pillé combien de sanctuaires dans ta vie ? Ah, ouais, je sais. Le déni plausible. Maugrez-vous en roulant des yeux avant qu'il n'ouvre la bouche. Vous devez vous contenter de son sourire suffisant. Pas le choix. Il va falloir utiliser des méthodes douces ou passer votre chemin. Si vous souhaitez essayer d'ouvrir le sarcophage, additionnez les lettres du nom complet de son occupant. A égale 1, B égale 2, etc. Et rendez-vous au module correspondant. Sinon, examinez l'étrange gravure numérique qui gâche la perfection du cercueil en 513. Si vous ne souhaitez pas déranger l'ultime demeure de l'ancien dirigeant de Stia et vous concentrez plutôt sur votre mission, avancez en 492. Et voilà pour ce dernier paragraphe de l'épisode précédent, qui sera le premier du jour et qui va déjà nous mettre en difficulté. Je vous raconte tout de suite pourquoi. Mais d'abord, merci Charline d'être passée. Il n'y a aucun problème, t'en fais pas. T'en fais pas, ce sont des choses qui arrivent. J'ai l'habitude de stream tout seul. Ça m'arrive relativement... ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. C'est vrai que ces temps-ci, ça m'est re-arrivé et ça faisait quand même quelques temps que ça m'était pas arrivé. Mais ça fait partie du jeu. Il n'y a pas de problème. Et du coup, je te souhaite une bonne après-midi à toi, Charline. À très bientôt. Alors, nous allons peut-être pouvoir utiliser un outil que nous a bricolé un viewer, Chamast. Merci à lui. Chamast qui m'a bricolé un décrypteur, on va dire, un décodeur, qui permettrait de peut-être trouver le mot de passe. Donc grosso modo, il a codé vite fait un truc avec sur OpenOffice et tout, enfin bref. Et donc il a codé un truc pour que les cellules détectent automatiquement que telle lettre égale tel numéro, et ensuite pour additionner tous les nombres ensemble afin de voir le résultat. Ce qui fait que c'est juste de l'optimisation. Je considère pas que ça soit de la triche réellement. Je considère que c'est juste de l'optimisation, c'est juste que ça va beaucoup plus vite que de devoir tout se taper. Donc, personnellement, je suis d'avis qu'on va peut-être utiliser cette méthode. Là où je vais tricher certainement, là où je pense qu'on pourrait considérer que c'est de la triche, c'est que il nous faut le nom complet. Il nous faut le nom complet du sultanat. Et on se rappelle que ce n'est pas juste le sultanat Alistair, ça serait trop simple. Le nom complet du sultanat est immensément long, puisqu'on l'avait rencontré lorsqu'on avait rencontré cet être étrange, mi-tigre, je sais plus quoi là d'ailleurs. C'était un truc vraiment spécial, mi-tigre, mi-scolopendre on pourrait dire, avec des épées et tout là, le gardien en gros. Problème. Pour retrouver un chapitre précis dans ce bouquin, si tu l'as pas noté, c'est un peu la mort. Donc, comment on va s'y prendre ? Je pense que, pour le coup, je vais tricher. Je vais tricher et je vous le dis ouvertement et j'en ai rien à faire parce que juste, je crois que ça va trop me prendre la tête d'essayer de retrouver ou d'essayer de le faire legit. Je considère que c'est impossible d'avoir eu la présence d'esprit de se dire qu'il fallait prendre en compte ce nom, le noter. Je pense que c'était vraiment impossible d'y penser. Donc, tant pis, je triche. Je prends ma rediffusion de l'épisode précédent. J'ai comme ça la liste des chapitres sur lesquels on a vadrouillé. Et comme ça, je vais pouvoir passer en revue très rapidement ces chapitres pour essayer de retrouver le chapitre avec le nom complet. Le nom complet d'Alistair. Alors, 439, non, ce n'est pas là. 442, ce n'est pas là. Est-ce que ce serait plus tôt que ça ? C'est possible que ce soit plus tôt. Plus tôt et pas dingo.
407, non, ça c'était au début. Donc on sera plutôt sur du 460. 476. Ça, on l'a déjà vu. Donc ça serait après, je pense. Je pense qu'on serait sur du après. Quand est-ce qu'il donne son nom? Il me semble que c'est le... Il me semble vraiment que c'est le gardien qui donne le nom. Je suis plus sûr. Ça m'embête, ça. Je suis plus sûr à 200%. Pom, 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 pom. 315, c'est pas ça. 528. Désolé, c'est pas fun. Ce n'est certes pas fun, mais je pense que ça sera l'avancée qui nous sera le plus intéressant. Ok, je l'ai, je crois. Ah mais non! Ah mais non, parce que j'ai un nom de fou. Mais le nom de fou qu'on avait, c'était le nom du gardien du tombeau. Donc c'est pas le nom du sultanin. Bah écoutez, je sais plus. Je sais plus c'est quoi le nom du sultanin, moi. Je sais même pas si on l'a déjà rencontré finalement, d'ailleurs. Ah mince, j'étais quasiment sûr que le gardien nous le donnait. Mais en fait, non. Le gardien, il avait lui-même un nom à dormir dehors. Ah mince. Bah du coup, je crois qu'on va être condamné à faire l'option nulle. Parce que ça, on va pas pouvoir retrouver. Bon, dans le doute, on va quand même essayer des combinaisons dans l'outil que nous a préparé Shamast. Comment je vais trouver ça? Alors désolé, faut que je me balade un peu dans mes fichiers. Donc voilà. Normalement, si j'entre des lettres, ça fonctionne. Mais après, c'était le nom complet, alors franchement, je pense pas que ça va fonctionner. Admettons que je mette Alistair. H A L I S T A I R. Alistair. Et du coup, bon, Alistair, à mon avis, ça va pas être son nom complet. Est-ce que son nom complet, ce serait Alistair Registan, comme, l'actuel, on va dire. Enfin, comme sa lignée, quoi. Mais non, il me semble quand même, je sais vraiment plus. Mes souvenirs me font défaut. C'est ça le truc aussi, c'est que l'œuvre, quand même, on va pas se mytho, elle commence à être longue, et ça fait plusieurs semaines qu'on est dessus. Et moi, franchement, je prends des notes, mais je prends le minimum de notes. Et je commence à ne plus avoir la mémoire de ce qu'on a déjà vu ou de ce qu'on n'a pas encore vu. Et je trouve que c'est un peu difficile parfois de suivre l'histoire par ce fait. Bon, après, c'est forcé aussi que ça soit de la manière dont je procède. Le fait que je ne fasse qu'un live par semaine, éventuellement même que j'en passe, forcément, ça allonge la lecture et ça rend plus difficile de se souvenir de tout. Mais franchement, je ne me rappelle plus, mais il me semble que c'est même possible qu'à un moment, on ait eu le nom complet d'Alistair Registan. Mais à ce moment-là, ça aurait été lorsqu'on s'est confronté justement à son descendant, donc le sultanat actuel. Peut-être. Peut-être. Par contre, il me faudrait du coup la manière dont on écrit son nom, donc la manière dont on écrit Registan. Alors attendez, je vais le retrouver, ça se trouve. R-E-G-I S-T-A-A-N. S-T-A-A-N. Donc il me faut un A de plus. Et R-E-G-I-S-T-A-A-N. Donc là, il faudrait que j'enlève le H. Voilà. Donc, si je mets Alistair Registan,
On tombe sur 191. Maintenant, est-ce que c'est son nom complet? Surtout que il est bien précisé dans le chapitre que je viens de vous lire. Il est bien précisé en gras, en capital. Additionner les lettres du nom complet de son occupant. Du coup, je pense vraiment que ce serait trop simple que ce soit juste ça, et je pense qu'on va pas tomber sur ce qu'on veut. On va quand même tenter, on va espérer, on va croiser les doigts d'être sur la bonne piste. Et du coup, coucou Lucie, j'espère que tu vas bien, merci de nous rejoindre. Santé. Allez, tentons d'aller voir en 191 si Alistair Registan ça suffit ou non. Ok, ce n'est pas le bon paragraphe, parce que c'est toujours difficile de repérer si c'est le bon paragraphe ou non après une énigme. Mais là, je ne vois vraiment aucun rapport à ce qu'on était en train de faire, puisque ça commence par « De quelque nature qu'elle soit, ce genre de liste de choses à faire reste toujours une plaie pour le barbare qui ressent très vite le besoin de se détendre. » Ça n'a aucun rapport avec ce qu'on faisait. Donc, ma foi, on est baisé. On est baisé, ça me saoule. Ça me saoule, j'aurais bien aimé faire cette énigme. Malheureusement, de 1, je ne suis pas sûr qu'on ait rencontré le nom complet un jour de ce personnage. De 2, même si on l'a rencontré, je suis incapable de dire à quel moment c'était. Soit quand on a vu le sultanin, soit quand on a vu le gardien, mais j'ai vérifié avec le gardien, je crois pas. Et le sultanin, ça remonte à 2 lives, donc autant vous dire que pour retrouver de mémoire, c'est un peu impossible. Donc on va devoir se rabattre sur les solutions tierces. Nous avons donc, sinon, examinez l'étrange gravure numérique qui gâche la perfection du cercueil en 513. Si vous ne souhaitez pas déranger l'ultime demeure de l'ancien dirigeant de Stia et vous concentrer plutôt sur votre mission, avancez en 492. Moi je pense qu'étant donné l'importance donnée au tombeau et le fait qu'il y ait plusieurs moyens de l'ouvrir et ainsi de suite, je pense qu'il faut vraiment qu'on essaie. Donc, on va pas laisser le tombeau, on va pas laisser les morts tranquilles. On va essayer d'aller résoudre une autre énigme, je pense, sur cette gravure numérique. 513. Vous inspectez une rune grossière faite au couteau dans le métal mou du sarcophage. Sans doute un chiffre écrit avec le système nain. C'est marrant, ça ressemble au nôtre, mais symétrique, souligne le PB. Oui, ça, c'est la partie facile. Y a pas de piège, faites-vous. Mais après, si vous êtes féru de maths et magie et que vous connaissez l'ancienne méthode de comptage naine, traduisez le nombre et rendez-vous au module correspondant. Sinon, additionnez les lettres du nom complet de l'occupant du cercueil et rendez-vous au module correspondant. Vous pouvez aussi décider de laisser tomber en 553. Après tout, vous n'êtes pas venus ici pour ça. Je crois qu'on va devoir laisser tomber, et j'ai la super haine. J'ai trop la haine. J'ai trop la haine. En gros, je vais essayer de vous montrer. On a une toute petite gravure comme ça. Hop. Donc là, clairement, avec le système miroir, ça c'est assez connu. On comprend que c'est un 1, un 2 et un 0, je crois. Ouais. Donc voilà. On comprend qu'on est sur un 2 et un 0. Sauf qu'en partant de ça, on n'a pas ce qu'il faut pour aller au bout de l'énigme, puisqu'il nous faut le système de comptage nain. Et le système de comptage nain, encore une fois, ça me dit quelque chose, mais est-ce que juste ça me dit quelque chose parce que ça a été évoqué dans les chapitres précédents, ou est-ce que juste je suis en train de confondre avec une autre œuvre, avec je ne sais pas quoi d'ailleurs? Est-ce que je suis en train de me construire un souvenir? Je ne sais pas. Et là, comme ça, je n'arrive pas à me rappeler d'une manière de compter qui fonctionnerait. Ah si! Ah mais si, c'est pour ça que ça me parle. On a déjà fait une énigme avec le comptage nain. Comment c'était déjà? Le truc, c'est que c'était en base 6 au lieu de 10. Un truc comme ça. Oh. Ça va être impossible de se souvenir. Ça va être impossible de faire ça de souvenir, encore une fois.
Impossible de faire ça de mémoire, je pense. Je crois que c'était base 6 au lieu de base 10, mais je suis plus sûr du tout. Mais du coup, comment je change la donne pour qu'en partant de base 6, on arrive sur 1000, enfin, on parte de 1120 et que ça nous fasse autre chose. Euh, Est-ce que 1120, on peut dire que c'est base 10 et que du coup, si on fait 1120 divisé par 6, vous vous rendez compte que le mec n'a vraiment aucun espoir? Ça nous fait 186,6666666. Non, vraiment, j'ai aucune manière de compter ça, j'en sais fiche trop rien. Et en plus, je sais même plus si mon information est bonne. Il me semble qu'il y a eu une énigme plus tôt dans l'aventure où on a compté à un moment en base 6 au lieu de base 10. Mais l'épisode commence à dater d'il y a si longtemps que je me rappelle plus de la méthode. Et en plus, la méthode qu'on a eue à l'époque, je vois même pas comment je pourrais l'adapter à ce qu'on a là. Parce que je me rappelle quand même des bribes. Et je vois pas comment on l'adapte à ce qu'on a ici. Bon, et bah super, on commence super bien ce live. Je suis super content. On avait remplacé les 10 par des 6. Ah, tu crois qu'on avait fait ça? Tu crois qu'on avait fait ça aussi simplement que ça? Hmm. On avait remplacé les 10 par des 6, non pour les puissances. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait des puissances et tout, ça me parle ça. Ah oui, on avait un long calcul comme ça. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Ça me parle ce que tu racontes. On avait un long calcul comme ça, c'est vrai, où les 10 étaient des 6. Mais là, du coup, dans 1120, les 10 sont des 6, ça serait quoi? Tu vois ce que je veux dire? Ou bien on dit que 11, c'est 10 plus 1, du coup ça serait 6 plus 1, du coup ça serait 7. Et 20, c'est 10 fois 2, donc 6 fois 2, donc 12. Donc du coup ça ferait 7 et 12. Mais là je dis n'importe quoi. 7 et 12, ça nous ferait 712. Il n'y a pas 712 modules. Là je suis en train de partir sur des théories qui n'ont aucun sens, hein, je vous le dis. Je pense pas qu'il y ait 712 modules, donc c'est mort. Sinon 7 et 12, ça pourrait faire 19, admettons. Pareil, je pense pas que ça fonctionnera. Non. Non, 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 ça ne fonctionne pas. Euh... Si on ne connaît pas la règle, on ne va pas aller loin, c'est sûr. Bah voilà, c'est ça. Non, franchement, je pense que je m'en rappelle plus. Et je pense que toi comme moi, on est vraiment sur le même truc. C'est-à-dire que toi comme moi, on se rappelle du chapitre, on se rappelle du calcul à peu près, et on se rappelle à peu près de la méthode. Mais je pense que même avec tout ça, je ne vois pas précisément comment adapter la méthode à ce qu'on a là devant les yeux. Parce que la fois dernière, c'était un calcul. La fois dernière, c'était un calcul et on remplaçait en effet des 10 par des 6, il me semble. Là, c'est pas un calcul, j'ai juste 1120. Qu'est-ce que je fais avec 1120? Tu vois ce que je veux dire? C'est très bizarre. C'est très bizarre. Hmm. Ouais, non, franchement, je vais pas savoir faire. Je vais pas savoir faire. Si quelqu'un y parvient à la rediffusion, je sais que Chamast est féru un peu de ce genre de calcul. Si tu y parviens à la rediffusion, Chamast, bien joué. Ou bien si tu te rappelles du nom complet de l'occupant du cercueil, bien joué. Mais personnellement, je dois vous avouer que même si l'œuvre me plaît bien, j'ai la flemme. L'œuvre me plaît bien, mais ça commence à faire longtemps qu'on joue dessus, et j'ai pas envie du tout de remettre mon nez dans des vieux chapitres pour essayer de comprendre. Donc, la flemme. Donc, poursuivons sans avoir exploré ce sarcophage, malheureusement. 553.
Vous rejoignez votre ami. La salle du trône est un peu éclairée, mais sa disposition est différente de celle du palais de Géal. Beaucoup plus classique, il s'agit d'une immense pièce plane dotée de colonnes ornées, de fresques murales et d'un trône poussiéreux. Où est la princesse ? Demandez-vous à votre compagnon. Partie devant. Elle a déjà vu ce que je m'apprête à vous montrer. Approchez. Ah non, c'est pas le PB, pardon. C'est Cazin. Partie devant. Elle a déjà vu ce que je m'apprête à vous montrer. Approchez, répond-il en observant de très près ce qui semble être une inscription sur le mur. Ces stèles parlent du grand exode et des événements qui l'ont causé. Et alors ? L'ancien sultanat a ordonné à une partie de la population de fuir la capitale et d'en fonder une nouvelle, afin de les protéger d'un mal ancestral. Cette stèle montre son fils, le père du sultanat actuel, qui utilise la lampe du guide pour conduire son peuple à travers le désert. La même lampe ? Constatez-vous en comparant votre lampe à la gravure ? Tout à fait. Nous connaissions déjà ces informations, mais le texte en dit plus, dit-il en se déplaçant le long du mur. Ici est représenté le guide, qui utilise les 7 paroles sacrées de la loi 7. Les nains doivent suivre les 7 paroles du guide. C'est écrit en nain ancien, mais le message est assez clair. Et en nain que je pige, ça veut dire quoi ? Questionne le barbare. Que quiconque prononce son vœu en 7 mots se verra obéir par le peuple nain, tel en fut-il décidé par le tout premier sultanat. Vous voulez dire qu'avec ce truc, je peux ordonner aux nains de suivre mes ordres ? Dites-vous en écarquillant les yeux. C'est exact, mais il y a un piège cependant, s'enhardit votre ami en vous amenant devant une autre stèle. La loi 777, créée justement pour éviter les abus de pouvoir, un garde-fou en somme. Et qu'est-ce qu'elle dit cette loi ? Que celui qui se sert de la lampe doit mourir 7 heures après avoir prononcé les 7 paroles. Ah, lâchez-vous après un silence horrifié. La stèle illustre le guide et sa lampe d'où jaillit un rayon lumineux. Mais heureusement, c'est vieux tout ça. Cette loi a sûrement été oubliée depuis le temps. N'est-ce pas ? Affirmez-vous sans grande conviction. Une goutte de sueur perle sur votre front, tandis que votre mémoire liste le nombre généreux de fois où vous avez déjà utilisé la lampe magique. Espérons-le, pour votre salut. T'inquiète pas de ça, gamin. Viens voir, souffle le crâne lorgnien, pâle comme un linge. Vous vous préparez à encaisser une nouvelle révélation désastreuse et reconnaissez bouche bée la gravure sur le mur. Fanta. Le dessin a beau avoir subi les affres du temps, ça ne fait aucun doute. C'est bien lui, cicatrice et calvitie, qui se tient à côté d'un autre texte inscrit en érénois et pas en un ancien. Pour devenir l'utilisateur de la lampe, appuie sur ces 2 boutons simultanément et demande-lui à haute voix de pointer vers une direction ou un objet. Parle fort et de manière claire en visualisant ce que tu recherches, et l'appareil fera le reste. Pour pointer, appuie sur le gros bouton. Pour vider le contenu de la lampe, appuie sur le petit. Frotter le bord de la lampe active la fonction aspirante. Les djinns sont de fascinantes créatures. J'ai foi en toi. Bonne chance. Ce truc est vieux. Énormément beaucoup plus vieux même, murmure le PB aussi choqué que vous. Quel âge t'avais quand t'as rencontré Fanta ? Un poil moins de la vingtaine printemps. Enfin, je crois. On compte pas vraiment par chez nous. Et à quel point il a changé quand on l'a revu à Lenonia ? Pas du tout. Je pensais qu'il était comme un bon saucisson, dit-il avant de se passer la main sur le visage et de secouer la tête. Je suis comme toi. Je préférais quand j'avais pas à me poser de questions. Mais on a d'autres pains sur la planche. Vous opinez du chef et mettez la question de côté pour l'instant. La lettre de Fanta que vous aviez lue à Nouvelle Azur vous revient à l'esprit. En attendant mon retour, je te lègue ce bibelot joint à ma lettre. C'est un objet unique et je suis convaincu que tu comprendras sa réelle valeur bien assez tôt. Laisse-toi guider par sa lumière, ton ami et mentor. La lampe luit doucement dans votre main. C'était donc cela, cette fameuse lampe du guide qu'il vous a transmise. Un objet magique capable d'indiquer n'importe quelle direction désirée. Une boussole absolue. Avait-il tout planifié ? Ou tout était-il écrit à l'avance ? Depuis combien de temps ? Et pourquoi ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi vous, encore une fois ? Vous essayez de démêler toutes les conséquences que ces nouvelles informations induisent,
mais la voix féminine de la princesse vous appelle précipitamment en 527. Je suis très friand de ces jeux de mots à la con, de ces néologismes. Féminine, j'aime beaucoup. Par contre, ok. C'est quand même très étonnant en effet, et très perturbant, de voir que Fanta est capable de laisser des indices précis à des endroits difficiles d'accès. En fait, c'est étonnant sur l'histoire, quoi. Je me demande comment c'est possible que Fanta connaisse autant de choses et dirige à ce point l'histoire et donne ce qu'il faut à Billy et aux pyro-barbares pour avancer dans leur aventure, etc. Je trouve qu'il y a un truc qui fait pas net là-dedans. Il y a un truc qui fait pas net et qui pose question. Est-ce que, et ce serait très très drôle parce que je rappelle que, pour ceux qui ne le sauraient pas, l'auteur du livre c'est Bob Lennon. Bob Lennon qui est un YouTuber qui a commencé à l'époque avec The Fantasio 974 en faisant des vidéos sur Minecraft. Et du coup The Fantasio 974, on comprend de certaines choses, enfin en tout cas j'ai vu pas mal de contenu de Bob et de Fantasio et il me semble que Bob Lennon est un peu en mode ça a été son mentor justement, ça a été la personne grâce à qui il s'est révélé sur YouTube et ainsi de suite, grâce à qui il a pu prendre son envol et devenir le YouTuber qu'il est devenu et ainsi de suite. Et du coup ça serait très très drôle que dans son œuvre il ait fait de Fanta son ennemi, je trouve. Ça serait très très drôle que ce soit son ami jusqu'à la fin. Et peut-être au 7e tome, parce que je rappelle qu'il a prévu de faire 7 tomes des aventures du Pyro-Barbare et de Billy. Et peut-être au 7e tome, on va découvrir qu'en fait, Fanta le manipulait depuis le début, et que c'est pour une raison bien particulière qu'il lui faisait faire toutes ses actions, trouver tous ses objets, et ainsi de suite. Et qu'en fait, c'est le boss final, peut-être. C'est peut-être le boss final. Ça serait très drôle. En tout cas, ça pose vraiment question. Poursuivons. 527. Venez voir, vous hèle-t-elle en surgissant de derrière le trône doré. J'ai trouvé l'endroit. L'endroit ? Vous courez tous ensemble pour la rejoindre. L'endroit où est cachée l'alarme. Venez. Vous approchez d'un mur dérobé. Il révèle une alcôve taillée dans une pierre inconnue, protégée par un étrange voile translucide et ondulant. Une sorte de revêtement diaphane qui teinte le passage d'une couleur bleutée et scintillante. Waouh ! Qu'est-ce que c'est ? Demandez-vous méfiant. On dirait une vitre vivante. C'est magique ? C'est le champ de la force, la première des 3 épreuves pour accéder à l'alarme selon mon père. Il y a des épreuves ? Dites-vous avant de vous pincer les yeux. Évidemment qu'il y a des épreuves, ça pouvait pas être aussi simple. Vous prenez un instant pour savourer la gorgée d'eau que vous tend la princesse qui affiche un sourire empreint de repentance. Vous soufflez. Comment on passe ? Simplement au travers, soit en ayant du sang royal, soit en portant la clé. Vous ne laissez pas à votre couardise le temps de débattre avec votre courage et passez fermement le voile. Aucune sensation suspecte ne vous parcourt. Vous poussez un soupir de soulagement et tendez la main vers la princesse. Celle-ci vous rejoint sans difficulté. Votre second compagnon, en revanche, se heurte contre le champ de la force dans un bruit de verre solide. « Oui, murmure-t-il. Je crains de devoir vous attendre ici. Ce n'est pas grave. Je vais retourner étudier les stèles. » Entendu, répondez-vous. On fera au plus vite, promis. Soyez prudent, et bonne chance à vous. Vous progressez dans le couloir, la lampe à la main. Sa lueur intense suffit même à remplacer vos torches. À mesure que vous avancez prudemment, vous la relevez. Elle me tire presque en avant. On approche. Oui, j'aperçois la seconde épreuve, juste devant nous, chuchote la naine. Bah tant mieux. Le plafond est trop bas dans ce couloir et j'ai mal au... râle une voix familière sur votre nuque. Ah ! Hurlez-vous en chœur avec la princesse. Le pyro-barbare se tient juste derrière vous, presque plié en deux par le passage étroit. Son visage est renfrogné. Et maintenant, en plus, je suis sourd. Termine-t-il en se débouchant une oreille. C'est impossible. Comment avez-vous franchi le champ de la force ? S'exclame la princesse.
Ah, c'est comme ça que ça s'appelle. J'écoutais pas, dit-il en essayant de hausser les épaules dans le couloir serré. Bah, je chante bien et je suis fort. Ou peut-être que ta famille a pas pensé à protéger sa salle du trésor d'un Zahar. Monumentale erreur, si vous me permettez la critique. C'est sûrement pour ce genre de choses que mon peuple vous considère comme des créatures magiques. Elle paraît tiraillée entre l'agacement et l'admiration. Surtout au plumard, rétorque-t-il d'un sourire entendu. Maintenant, c'est quoi ce nouveau couloir droit devant nous? La deuxième épreuve. Nous devons faire preuve de la plus grande prudence. Mon père a été formel là-dessus. Subitement, une grande lumière surgit du coin des murs, éclairant la pièce longiligne qui s'étend devant vous. Vos yeux mettent quelques secondes à comprendre ce qu'ils perçoivent. Un couloir rectangulaire où chaque mur, le sol et le plafond sont intégralement revêtus d'un unique miroir. La pièce tout entière n'est qu'une immense illusion d'infini, projetant une réflexion sans fin de l'espace. La faible lueur blanche, réfléchie un nombre incalculable de fois, suffit à conférer à la pièce une atmosphère saisissante et vertigineuse. Malgré son ancienneté supposée, vous doutez que les Styans soient capables de produire des angles si droits ou des surfaces si lisses. La structure est trop parfaite, immaculée, étendant l'espace bien au-delà des limites du possible. Pour les nains qui prennent grand soin de leur reflet, le traitant comme leur jumeau unique, se voir dédoublés à l'infini entre quatre miroirs doit être quelque chose de contre nature, blasphématoire. Mais ce piège dissimule apparemment plus qu'une simple illusion d'optique. Le couloir des âmes uniques. Seuls ceux qui peuvent résister à l'effritement de leurs reflets sont dignes d'approcher le secret, récite la naine. Et les indignes? Leur reflet sera dissous, et avec eux, leur existence condamnée à errer à travers les frontières irréelles, commente-t-elle d'un ton neutre. Pour désactiver la protection, il faut toucher le prisme encastré au bout. Vous voyez l'interrupteur. Il ne vous suffit plus que de le toucher. Si vous pensez que cette épreuve n'est qu'une métaphore philosophique ou religieuse ridicule, franchissez-la directement en 426. Si en revanche, vous prenez la menace spirituelle au sérieux, plusieurs solutions s'offrent à vous. Si vous êtes en possession du rétroviseur ou d'un miroir de poche, tentez de passer le test en 535. Si vous êtes armé de la pioche, commettez un sacrilège savoureux en 285. Si Nadi vous accompagne, laissez-la accomplir son destin en 508. Si vous êtes paysan, invoquez une force supérieure en 559. Si vous souhaitez répondre à l'appel désespéré de votre lampe, activez-la en 457. Enfin, si vous avez épuisé toutes vos options, une dernière issue est envisageable en 468. Ok, beaucoup de choix pour le coup. Mais on en aura assez peu à notre disposition. Alors désolé, franchement je m'excuse. Désolé si je fais une lecture un peu moins qualitative que d'habitude. Je suis vraiment dans un état de fatigue assez avancé, je sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui. Mais j'avais vraiment envie de terminer l'acte 4, parce que je sais qu'après je vais pas pouvoir live pendant quelques temps, potentiellement, ou en tout cas que c'est beaucoup moins sûr que je puisse live dans les 2 semaines à venir, on va dire, à créneaux réguliers et fixes. Donc du coup, j'avais vraiment envie de terminer l'acte 4 aujourd'hui. C'est très drôle la manière dont Bob Lennon a organisé ses paragraphes, je trouve. Le fait que il utilise exprès des mots très flous. Nous, on est accompagné de Nadi, et du coup, il dit pas qu'on est accompagné de Nadi, il dit qu'on est accompagné de la naine, de la princesse, et ainsi de suite. Ce qui fait que ça peut être autant Sapana que Nadi, peu importe le choix qu'on aurait fait par le passé. Pour Kazin, pareil, il est souvent dit « votre compagnon », ce qui fait que ça peut autant être Kazin que frère Plouf, selon le choix qu'on a fait plus tôt. Et puis là, pareil, il a créé un sas, entre guillemets, pour séparer Kazin du groupe. Donc du coup, il y a 3 épreuves. La première épreuve, il faut être de sang royal ou avoir la clé. Kazin ne peut pas venir. Du coup, voilà, il écarte le problème, entre guillemets. Je trouve ça fait de manière assez astucieuse. Maintenant, la deuxième épreuve semble réelle, puisqu'on a un réel choix à faire dessus. Vu la manière dont est tournée la dernière phrase, enfin, si vous avez épuisé toutes vos options, une dernière issue est envisageable en 486, je pense qu'on va avoir le loisir de revenir à ce paragraphe plusieurs fois,
si on n'a pas réussi à faire fonctionner une ou l'autre des solutions. Donc je pense qu'on va juste faire les solutions dans l'ordre. Et pour le coup, on va pas avoir tant de choix que ça parce que le rétroviseur, on ne l'a pas, il me semble. Je regarde quand même si on l'avait pas récupéré. Alors là, vous l'avez pas sur la fiche parce que je l'ai mis sur la fiche d'à côté du coup, pour avoir de la place. Mais je regarde quand même si on n'avait pas eu de rétro pour la course de chars potentielle au Colisée. Mais je crois qu'on l'a pas eu. Ouais, non, je crois qu'on l'a pas eu. Donc on a ni le rétroviseur, ni le miroir de poche, ni la pioche. Et du coup, la première solution à laquelle on aurait le droit, à part franchir directement, si on considère qu'il n'y a aucun souci, mais pour le coup, celle-là, je pense qu'il ne faut pas la faire. Je pense que celle-là, ça pue comme solution, de ne pas prendre au sérieux ce qui se passe. Donc nous, la première qu'on va pouvoir utiliser, c'est si Nadi vous accompagne, laissez-la accomplir son destin en 508. Et il me semble que c'est la solution qu'on va adopter, sachant qu'on en aura encore une ou deux autres possibles si jamais. « 508. Sans échanger de paroles, vous croisez les yeux rougeoyants de Nadi. Ses iris tremblent légèrement, mais sa posture reste digne. Humblement, elle prend un instant pour se recentrer et avance d'un pas solennel dans la pièce. Faute de reflet, la vampiresse vous apparaît comme une vision presque surréaliste au milieu de l'illusion d'optique. Une estampe de stabilité surnaturelle qui avance seule entre des dimensions infinies. Le contraste parfait entre la multiplicité des univers et son existence sans reflet. Arrivée au bout, elle effleure le prisme, et les murs se ternissent instantanément, métamorphosés en surfaces opaques par une quelconque magie. « Eh bien, ce n'est qu'une pièce assez mal décorée finalement, dit-elle, les yeux malicieux, avant de poser la main sur son cœur inerte. Je crois que c'est pour ça que Père m'a choisi. C'était ma destinée. » « T'es plus qu'une simple clé, canine, » renifle le barbare avec un sourire. Il vient lui ébouriffer les cheveux. « Maintenant, t'es une vraie pilleuse de tombes. Beau boulot. »« Merci, » rayonne-t-elle avant d'ajouter joueuse. « Cependant, je préférerais le terme de chasseuse de trésors. Pilleuse de tombes me ramène trop au fait qu'il s'agit de celle de mon arrière-grand-père. Quoi qu'il en soit, on n'aurait pas pu le faire sans vous. Merci, Nadi, concluez-vous. Vous franchissez la seconde épreuve et pénétrez dans la salle de l'alarme en 438. Ok, facile. Franchement, je suis étonné parce que on nous dit qu'il y a 3 épreuves et les 2 premières épreuves étaient vraiment d'une facilité déconcertante. J'imagine que la 3e épreuve va nécessiter quand même un peu d'action, potentiellement des jets de dés, en tout cas un effort supplémentaire. 438. La salle de l'alarme est une petite pièce circulaire dotée de murs arrondis qui lui donnent l'apparence d'une sphère turquoise. L'unique entrée et sortie est surplombée par une alcôve, soutenue par 2 vieilles colonnes. Au centre, un simple autel de marbre sur lequel est posé un cube fabuleux à l'éclat multicolore. L'alarme d'Oassa et de Kalassa. Ce joyau aux propriétés mystiques, capable d'octroyer à son détenteur une autorité quasi absolue. Le symbole royal des Régistan, cadeau sublime oublié des dieux, et vestige inestimable d'un pouvoir enfui. Vous contemplez religieusement le but de votre quête et essayez d'apprécier les couleurs contradictoires qu'il vous reflète dans chaque œil. Du gauche, vous le voyez bleu. Du droit, vous le voyez rouge. Quelle magnifique lueur dorée, s'extasie la princesse, le souffle court. Elle est transfixée par l'alarme, attirée par un appel qu'elle seule peut entendre. « C'est tout ?» murmure le barbare en tapotant la coupole protectrice magique qui entoure le cube. « Ah, je peux pas le passer, ce chant fort. Une idée ?» Vous baissez les yeux sur l'autel et remarquez une indentation rocheuse en forme de bec. Vous soufflez du nez en repensant à Fanta et à tout ce que vous avez vécu en Stia pour arriver à ce moment. Évidemment que la réponse est évidente. Vous prenez la lampe et activez une ultime fois son rayon.
Ouais, droit dans la serrure. C'était cela qu'elle pointait depuis qu'elle s'est éveillée au bord de l'oasis. Oassa et Kalassa, la déesse mère et la déesse fille, les jumelles de la lune. Sous le regard de vos deux amis, vous la plongez sans difficulté dans l'interstice prévu à cet effet, et le bouclier de protection vacille avant de s'éteindre. Soudain, l'ambiance de la salle change totalement. Sa couleur turquoise vous apparaît plus froide, et un léger doute vient angoisser votre esprit. Vous retirez la lampe, mais celle-ci est devenue totalement inerte, vidée de toute son énergie. Aucun signe de vie de la part des djinns. Vous espérez que c'est parce qu'ils considèrent leur tâche accomplie, mais rien ne peut empêcher une légère sensation de malaise lorsque vous fixez l'éclat changeant de l'alarme d'Oassa et de Kalassa. Levez les yeux, en 534. Voilà, je pense que les problèmes arrivent. Je pense que les complications arrivent, c'était trop facile jusqu'à présent. Là, je pense que ça va prendre une tournure un peu plus compliquée. Un peu plus compliquée pour nous. Hop. Et j'en profite juste pour vous montrer, voilà, que du coup la larme, on la voit ici sur la 4e de couverture. Voilà sur quoi tombent nos amis. En gros, un cube qui montre plusieurs couleurs et ça va être très difficile pour moi à décrire. C'est-à-dire qu'en fait, chaque face est d'une couleur différente. Et du coup, quand tu vois deux faces, c'est à moitié transparent si tu veux. Et du coup, quand tu vois deux faces l'une à travers l'autre, ça fait encore une autre couleur, je crois. Ce qui fait que ça fait un aspect très étrange, un peu mystérieux, je trouve. Vous pouvez trouver sur internet à quoi ça ressemble. C'était dans le crowdfunding. C'était un des goodies qu'on pouvait acheter dans le crowdfunding. Personnellement, je ne l'ai pas acheté. Mais grosso modo, voilà, ça se présente comme ça. Un espèce de petit cube avec des faces de couleurs différentes. Et quand tu regardes à l'intérieur, tu vois du coup que le cube est de plusieurs couleurs, ce qui est très étrange. Ça fait des lumières un petit peu géométriques comme ça, très particulières. Ça fait un peu magique, hallucinatoire, kaléidoscopique, c'est très bizarre. Hop, poursuivons vers, je pense, des difficultés. Tatatam. 534. L'écrin d'énergie qui protégeait l'alarme n'est plus, et l'artefact se révèle. Il se tient, nu devant vos yeux, exsudant une convoitise irrésistible. À portée de main, vulnérable. Vous restez tous les trois figés face aux couleurs changeantes de l'étrange cube prismatique. La princesse est émerveillée. Vous êtes soudain perplexe, et le visage du pyro-barbare est tordu par une grimace de dégoût. Alors, comme ça, c'est ce truc qu'on doit ramener? Je sais pas pourquoi, mais... bon bah, quand il faut... Il tente de saisir l'objet, mais est pris d'un violent haut-le-cœur. Je sais pas ce qui m'arrive. D'habitude, je suis le premier à piquer les trucs qui brillent, mais là, je peux pas. Est-ce son éclat qui vous intimide, nobles arts? Cette larme est irrésistible. Je n'ai jamais rien vu de tel, répond la princesse en tendant la main vers le précieux cristal. Non, quelque chose cloche. Princesse, attendez! Tentez-vous d'avertir, mais trop tard. Ses doigts se referment déjà sur la larme enchantée. Si la princesse qui vous accompagne est Sapana, poursuivez en 546. Si c'est Nadi, continuez en 487. Oh oh! Est-ce que... On a une petite illustration. Hop, voilà du cube qui projette des lumières différentes. Très bien vu, je trouve, en noir et blanc. Pour dire qu'il y a différentes lumières, différentes couleurs. De faire l'ombre de manière différente sur chaque face. Je trouve ça ingénieux, la manière dont ça a été dessiné. Et du coup, très intéressant. Est-ce que on est sur, sur un artefact un petit peu à l'anneau de pouvoir du Seigneur des Anneaux, c'est-à-dire qui rend fou ses propriétaires, qui rend fou de convoitise, d'admiration. Est-ce que Nadi va devenir Gollum? Ouh là là, on a un sacré pavé à lire là.
487. Nadi se saisit de l'objet. Le silence se fait le temps d'un battement de cils avant que la princesse ne pousse un cri douloureusement strident. Elle hurle ainsi de longues secondes et l'onde sonore vous transperce de part en part comme la lame d'un sabre chauffé à blanc. La douleur est insoutenable. Elle enfonce des aiguilles jusqu'au plus profond de vos tympans, vous écrase les boyaux et broie le moindre de vos muscles. À terre, en train de vous tortiller sous la souffrance, vous pensez votre dernière heure venue quand ce chant maléfique cesse enfin. À travers les brumes d'une conscience vacillante, vous apercevez le barbare qui tente péniblement de se relever. Nadi, elle, est complètement métamorphosée. Son aspect vampirique s'est affirmé et toute la douceur de son être semble l'avoir quittée. Elle paraît féroce, déterminée, froide. Une puissance maléfique intérieure s'est emparée d'elle jusqu'à la transformer physiquement. Des veines noires, gorgées de haine, bouillonnent sous la peau de son visage. Son regard n'a plus ce doux rougeoiement, mais s'est nimbé d'un vermillon noirâtre plus intense qu'une lune de sang. Le PB saisit sa hache et tente d'arracher le cristal des mains de Nadi, mais la vampiresse le repousse avec une facilité déconcertante. Elle a agi avec une vélocité surréaliste, contrant la force prodigieuse du Krenlornien avec la pleine puissance de sa nature vampirique. Le PB est hors jeu, et c'est sur vous qu'elle jette maintenant son dévolu. Votre vision est toujours brouillée, et elle est là, face à vous, sans que vous ne l'ayez vue se déplacer. Sa main fine vous saisit la gorge et vous soulève sans difficulté. Vous n'avez pas le temps d'étouffer que déjà vous faites un vol plané avant de vous écraser sur le barbare. Vous n'étiez rien face à ce déferlement de brutalité. « Bravo, bravo !» applaudit une voix féminine. Ce n'est pas celle de Nadi. « C'est encore plus divertissant que je ne le pensais. » Vous entr'ouvrez les yeux sur une silhouette plantureuse qui vous tourne le dos. Elle accepte gracieusement le cube que lui tend Nadi, à genoux devant elle. La naine vêtue de rouge, celle que vous aviez remarquée le jour où vous avez obtenu votre immunité, l'inconnu qui vous jetait ce regard étrange et ce sourire narquois se tient debout, toujours accoutré de sa tenue aussi légère, aussi rouge que le sang. « J'offre à celle qui sert, comme il fut décidé », prononce mécaniquement Nadi d'une voix qui ne laisse paraître aucune émotion. « C'est bien, très chère petite sœur », répond alors l'inconnu avant de se tourner vers vous. « Permettez-moi de vous remercier, nobles étrangers. Sans votre aide, je n'aurais jamais mis la main sur l'alarme d'Oassa et de Kalassa. » Elle lève le joyau triomphalement au-dessus de sa tête et en inspecte les éclats changeants. Elle croise votre regard, puis se fend d'une courbette moqueuse. « Oh, mais où sont mes manières ? Je me nomme Sapana, fille de Véchia, fille de Laal, accessoirement sœur de Nadi et 66e fille du sultanat. Mais rassurez-vous, vous m'appellerez bientôt votre Altesse. » Toutes ces informations ont du mal à trouver leur place dans votre esprit assommé, mais vous tâchez quand même de faire bonne figure. Vous étiez là le jour de votre jugement ? Excellente mémoire, mon cher ami. Remarquez, je fais souvent forte impression, dit-elle en posant la main sur sa hanche. Je m'étais déplacé personnellement pour assister à votre exécution ce jour-là. Imaginez ma surprise quand vous avez survécu. Comment vous nous avez suivis ? Bafouillez-vous en essayant de vous relever. Sapana éclate de rire. Très facilement. Votre lampe du guide n'est pas très discrète, vous le saviez ? Lorsque j'ai vu son rayon prodigieux s'élever haut dans le ciel après votre victoire, j'ai senti que vous me mèneriez droit à l'alarme. Le reste n'a été qu'un jeu de piste enfantin. Vous avez laissé tellement de traces derrière vous. Mais qui vous a dit que... Voyons, ne m'insultez pas, dit-elle en caressant doucement les mâchoires de Nadi. Je savais déjà tout des desseins de notre chère paternelle avant que vous ne partiez pour la nécropole. Vous êtes, pour ainsi dire, mes associés involontaires dans le grand projet de rénovation que je mène depuis des années. J'avais initialement bon espoir que mon père me désigne pour vous accompagner, mais il a préféré confier cette tâche à mon ingénue de sœur. Il a donc fallu que je compose. Ses doigts fins viennent caresser les lèvres de la vampiresse, révélant ses crocs. Nadi ne réagit pas. Par chance, la nature si particulière de notre chère Nadi la rend extrêmement sensible à l'influence de mon protecteur. Votre protecteur ? Demandez-vous, la boule au ventre. L'adversaire, le dieu gris, la lune noire, le seul capable de s'opposer à la stagnation stérile qui infecte mon peuple. Vétère.
Alors c'est pour ça que ce caillou me filait la gerbe, éructe le barbare en se réveillant difficilement. Il jette un regard rempli de fureur vers Sapana. Si tu crois que le dieu gris va te protéger de moi, t'es tellement à côté de la plaque que je vais devoir te tabasser avec. Le PB amorce son attaque, mais Nadi s'interpose en menaçant votre ami d'un simple bras tendu. Ha 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 ha, chantonne Sapana caché derrière sa sœur. N'oublions pas qui détient l'alarme ici. Canine, crie le PB à l'attention de votre ami. Réveille-toi, tu vas pas te laisser contrôler par une caillasse colorée. T'es pas une cruche à ce point. C'est inutile, Zar obsolète. Aucune prêtresse du miroir ne peut s'opposer à l'alarme. Aucune ne peut s'opposer au pouvoir de Véter. Nous sommes ses enfants, ses héritiers. Et une fois rentrés à la capitale, mon premier commandement sera de le rappeler à tous ces nains indolents et aveugles. Un son retentit derrière la naine vêtue de rouge. Un creux vient de passer l'entrée de la pièce. Suivi d'un autre, puis d'un autre. Bientôt, c'est toute une horde qui se réunit docilement autour d'elle. Regardez-les, tous d'anciens stians, aussi perdus dans la vie que dans la mort. Ils auront un nouveau but désormais. Sous ma lumière, ils m'aideront à bâtir un autre avenir pour les nains, libres de toutes ces lois absurdes et astreignantes, libres de ces protocoles ridicules et étouffants. Libres d'être esclaves surtout, crachez-vous. Votre remarque a éveillé quelque chose de mauvais chez Sapana. Ses yeux verts s'emplissent de dédain, comme si vous veniez de confirmer sa certitude de trouver en vous un ennemi, plutôt qu'un visionnaire. Un point de vue aussi étriqué que celui de mon père. Comme vous étiez étranger, j'espérais... Bah, voyons, si nous pouvons élargir votre esprit. À ces mots, elle projette sa lumière dans votre direction. Un rayon glacé vous pénètre le crâne à tous les deux. Vous n'aviez jamais entendu le barbare hurler si fort. Un cri atroce, mêlé de rage et de douleur. À mesure que le rayon le transperce, son médaillon rougeoie et dégage une légère fumée. Votre propre supplice est insupportable et vous sentez une pression invisible derrière vos globes oculaires. Elle vous comprime le cerveau, le malaxe, le soulève, mais semble ultimement inefficace. Même torturé par l'influence de l'alarme, vous restez maître de vos pensées. Vous sentez ces rayons qui tentent de modifier votre point de vue, votre perception des choses, jusqu'à ce que la douleur s'arrête d'un coup. À la surprise de Sapana, le rayon se retire. J'imagine que ses pouvoirs se limitent aux descendants du seigneur Véter. C'est bien dommage. Mais je comprends désormais pourquoi il veut vous voir disparaître. Vous auriez pu m'être utile, mais vous êtes comme ceux qui habitent ce tombeau. Des reliques. C'est donc ici que s'achève la légende du guide et de sa lampe. Merci pour tous vos efforts, étrangers. Désormais, c'est ma vision qui guidera les nains. Vous resterez emmurés ici, au milieu des souvenirs oubliés d'un passé révolu, conclut Sapana avant de recouler. Très chère sœur, Nadi a certes recouvré forme plus naine depuis qu'elle a confié l'alarme à sa sœur, mais son comportement demeure celui d'une marionnette. Le pouvoir du cristal la domine encore à en juger par la lumière qui se reflète sur elle. Elle reconnaît l'ordre sous-entendu et se rue sur les colonnes qui soutiennent l'unique entrée afin de les détruire les unes après les autres. Une partie de la pièce commence à s'effondrer sur vous, couvrant la fuite de Sapana et de sa suite. Juste avant que l'éboulement ne couvre son regard, vous voyez les yeux de Nadi être traversés par quelque chose. Vous n'avez pas le temps d'analyser de quoi il s'agit avant que les décombres ne vous plongent dans l'obscurité en 326. Ok. Un gros paragraphe dans lequel on n'a pas eu le choix. Et ça fait plusieurs paragraphes où on n'a pas le choix et qui sont assez longs. Et même les scènes décrites me semblent assez indiquer qu'on arrive sur la fin de l'acte. Je pense qu'on a bientôt terminé l'acte 4. Non! Je suis en train de me déshabiller complètement, ce n'est pas ce que je voulais. Attendez. Faut que je tienne mon t-shirt. Ok, c'est bon. Il fait trop chaud. Donc oui, qu'est-ce que j'allais dire? Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, ça sent quand même la fin de l'acte, parce que là, on est sur un événement quand même assez important. On est sur un gros retournement de situation. Manifestement, je pense que j'ai fait des conneries dans les actes précédents à avoir rencontré à la fois Sapana et Nadi, puisque vraisemblablement, si on choisissait Nadi comme compagnonne, ça devrait être la première fois qu'on rencontre Sapana, de ce qui vient d'être dit, alors que nous, on a déjà rencontré Sapana. Donc je pense que notre histoire aurait dû être complètement différente. Je pense qu'on aurait dû faire tout le parcours dans le
dans le comment? Dans la nécropole avec Nadi, avec Sapana. Donc je pense qu'on s'est complètement trompé et du coup, à ce moment-là, ça aurait été Nadi la grande méchante? Je suis pas sûr, mais peut-être, hein? Ça aurait pu être marrant, ça aurait pu être intéressant de le savoir. En tout cas, l'histoire aurait dû être complètement différente. Maintenant qu'on a fait comme ça, on va rester sur ça, en espérant que ça ait pas cassé des choses pour la suite de l'histoire. J'espère vraiment qu'à un moment, il va pas y avoir un paragraphe qui nous dit, «Utilisez tel objet» et qu'on n'aurait pas dû avoir l'objet parce qu'on a fait, 2 chemins au lieu d'un entre guillemets. Donc ouais, j'espère que, j'ai pas cassé le jeu. Mais bon, on va continuer comme ça, ce serait trop compliqué de revenir au bon moment et de reprendre, au moment où c'est parti, où c'est parti un peu en couille. J'ai vraiment chaud, je suis vraiment fatigué. Je vous avoue là que j'apprécie les aventures du Pierrot Barbare et de Billy dans la Corne des Sables d'Ivoire, mais là, je suis pas dans les meilleures conditions aujourd'hui, premièrement. Et deuxièmement, je pense que je commence un peu à me lasser, pour être honnête, parce que j'aime beaucoup ce qui est décrit, j'aime beaucoup, mais à force, je me dis, oui, ok, ça revient un peu sur, je sais pas comment dire. J'ai pas l'impression qu'il y ait tant de choix que ça non plus, en fait. Je pense qu'il y a ça qui joue pas mal. J'ai l'impression que ça fait quelques temps là qu'on n'a pas eu tant de choix possibles et que j'ai pas l'impression d'avoir tant un impact dans l'histoire. Et l'histoire se déroule. Elle est intéressante, mais je crois que pour une mécanique de ce genre, d'un livre dont vous êtes le héros, je pense que d'avoir trop de pages, ça marche pas. Enfin, en tout cas pour moi, je pense que ça fait trop lourd du coup. Ça fait trop lourd et je suis en mode. Là, en fait, c'est con, hein, mais je me dis, on est qu'à la fin de l'acte 4 et il y a encore 2 actes là. Et du coup, je me dis, structurellement parlant, vraiment en termes de récit, je me dis: «Attends, mais c'est quand le point culminant?» parce que là, la scène qu'on vient de lire, elle est censée être marquante, elle est censée être, un peu, retournement et cetera et je me dis: «Bah, ouais, mais il y a déjà eu des trucs tellement graves jusqu'à présent. Est-ce que là, ça y est, on entre enfin dans les trucs vraiment graves?» Je sais pas si je suis très compréhensible dans mon explication, mais je me dis, d'habitude dans un récit, je trouve qu'il y a une montée dramatique au fur et à mesure. Et là, c'est peut-être pas tout à fait le cas parce que justement, il y a trop de choses. Ça revient un peu à ce qu'on vous avait dit, à ce qu'on avait dit ensemble lors d'un live précédent, quand on s'était dit attends, mais là, on a fait que l'intro, alors qu'on venait de lire 3 actes. On venait de lire 3 actes et on avait vraiment l'impression d'être que à l'intro de l'histoire, quoi. Donc je pense que ça a lien à ça. Bref, poursuivons, essayons d'être efficaces sur la fin de cet acte 4, tant que j'ai encore un peu d'énergie, un peu de force à mettre dans la lecture. 326. Désormais piégé dans la pièce circulaire, vous n'y voyez que grâce à une unique goutte d'huile de feu que le barbare verse sur une petite pierre. La flamèche illumine les restes de l'endroit. De la poussière, des gravats et les vestiges d'une ancienne chambre forte. Qu'est-ce qui vous manquera d'abord? L'air? La nourriture? L'eau? Ou la volonté de continuer après un tel revers? Vous repensez à l'instant où la princesse a posé les yeux sur la larme, où son éclat multicolore a provoqué une réaction d'intense fascination en elle, faisant germer une graine de perfidie jusque-là invisible. Si vous avez échappé à cette possession, c'est parce que vous n'êtes pas un nain. Vous ne faites pas l'erreur de vous blâmer pour cette trahison. Comment auriez-vous pu savoir que cet artefact à la puissance phénoménale, dédié à 2 divinités naines, était en réalité l'œuvre de Véter? Et tous ces creux derrière Sapana? S'agissait-il d'une fraction des anciens habitants d'Alistair, corrompus par l'influence irrésistible du joyau et de son pouvoir séculaire? Et votre ami qui vous attendait dans la salle du trône? Est-il seulement... Un bruit de rocher qu'on déblait interrompt vos pensées. Le PB soulève un à un les lourds gravats qui obstruent l'entrée. File-moi un coup de main, gamin. Si on se magne, on aura peut-être le temps de lui botter le cul. Vous soupirez et soulevez ce que vous pouvez en vous raccrochant à l'espoir fou du barbare. Les creux. Tu crois qu'il... Commencez-vous en pensant à votre autre compagnon. Il a dit qu'il poireauterait devant les stèles avant que tout se casse la gueule, répondit-il sombrement. Il a dû se faire choper par les creux qu'on rappliquait derrière le chienne. Peut-être qu'elle a utilisé l'alarme pour prendre le contrôle de son esprit. Espérez-vous avant de réaliser ce que vous dites.
Honnêtement, je sais pas ce qui serait le pire. Entre perdre la vie ou la raison... Perdre son honneur, répond le crâne lorgnien en déblayant un morceau de plafond. J'aurais dû me douter que ce caillou était à ce fumier de Véter. Si j'avais pigé à ce moment-là... T'avais l'air d'avoir envie de vomir. C'est parce que t'es de Krenlorn, tu penses? Ouais, c'est dans mon sang. Le dieu gris est l'ennemi éternel de Zarkan. Ça laisse des traces. On sait pourquoi ils ont commencé à se battre? Demandez-vous. Non. Enfin, si t'écoutes les chamans, y a plein de raisons. Mais s'il y en a autant, c'est parce qu'on a oublié la vraie. Peut-être même qu'on l'a jamais su. Ça change rien pour nous, conclut-il avant de vous fixer suspicieusement. Et toi, gamin, pas de réaction bizarre devant le bignou? Comme s'il y avait un panneau qui disait ne pas toucher. Mais à part une boule au ventre et l'envie de le saisir pour voir, rien. C'est parce que je viens des Renner, tu penses? Ou que je suis humain? Peut-être bien, gamin. Peut-être bien. Vous continuez de déblayer les gravats en silence, ne faisant qu'une courte pause pour récupérer votre lampe magique. Elle est toujours inerte mais intacte, malgré la poussière qui la macule. Vous appuyez sur ces boutons mais rien n'y fait. Il faudra se débrouiller sans pour l'instant. Vous recommencez à soulever des pierres avec votre ami et vos efforts finissent par payer. Un trou de lumière blafarde apparaît et vous l'agrandissez en 596. Ah, je me sens pas bien aujourd'hui. Franchement, je suis désolé. Bref, je vais arrêter de m'excuser parce que je sais aussi que ça peut être très chiant. Mais franchement, j'ai l'impression aujourd'hui de galérer à fond à la lecture et tout, ça me prend la tête. Ok, poursuivons. 596. Il a fallu du temps, mais vous êtes parvenus à sortir des ruines. Beaucoup de lumières se sont éteintes et les couloirs sont vides. Vous redoutez de croiser des creux, mais apparemment ils ont tous quitté le palais. Au sujet de votre camarade, vos craintes se confirment, puisque vous ne trouvez aucune trace de lui dans la salle du trône. Vous quittez le palais royal et traversez la nécropole dans une course folle. Les ruelles de la cité sombre bruissent encore du passage d'une armée de creux qui s'est levée de ses profondeurs. Vous sortez juste à temps d'Alistair pour la voir disparaître au loin. À leur tête, Sapana est juché sur un scorpidre, lui-même dressé sur une rémanta géante qui transporte aussi une armada de creux. La créature titanesque soulève des tombereaux de sable et glisse sur les dunes en laissant derrière elle des tempêtes magistrales. Les dizaines d'humanoïdes sans visage que vous avez aperçus aux côtés de la princesse ont été rejoints par des centaines, des milliers d'autres, qui hantaient la nécropole en secret. C'est une division entière qui glisse à présent en direction de Géal, et bientôt il ne reste que quelques éclairs qui illuminent l'horizon. « Tiens, la grognasse se tire !» Répondez-vous simplement en pensant à vos options en revue. « Tu vois des montures ?»« Non, elle a dû toutes les embarquer, et je voudrais pas crever avant de lui avoir polimage sur la tronche. » Vous essayez de trouver une solution. Rien ne pourrait vous venir en aide... Non, pardon. Rien ne pourrait venir vous aider de l'extérieur avec la tempête qu'a soulevée la créature géante. Mais si l'extérieur n'est pas une option... Retournons à l'intérieur. Je crois que j'ai une idée. Et je crois que j'ai eu la même. Un tapis, dites-vous à l'unisson en courant dans la nécropole. Il ne vous faut pas longtemps pour trouver un bâtiment orné du même sigle que la maison de Basque, l'ancien atelier d'un tailleur de tapis roulant. Le PB enfonce la porte défraîchie et par chance, vous tombez sur les carcasses poussiéreuses de ce curieux moyen de transport. Lorsque vous les passez en revue, une des plaques réagit à votre lampe magique. Cette dernière vient de se réactiver. « Là, celui-là, il marche ?» demande le crâne lorgnien en soulevant le lourd tapis de pierre. « Oui, les djinns sont revenus. Ramène-le dehors. » Dehors, sur le sable, le tapis reste inerte. Vous sentez qu'il abrite encore la puissance des esprits du désert, et espérez que votre lampe suffira à l'alimenter. Le barbare cache son équipement. « Hé, gamin, le fait qu'on ait eu la même idée en même temps, ça en fait une idée glorieuse ou pourrave ?»« Glorieusement pourrave. Allons-y. » Je veux bien, mais comment on retrouve la route? La tempête s'est calmée, mais on va pas rouler au pif. » L'inscription mystérieuse gravée sur l'un des murs de la crypte royale vous revient en tête, et avec elle les instructions de Fanta. Demandez haut et fort, en pensant à ce que l'on recherche. Hésitez-vous en tenant l'objet. Pointe-nous vers Géal. Rien ne se passe. Peut-être que tu n'utilises pas la bonne langue. Les nains parlent la même langue que nous. Dans ce cas, pourquoi l'autre faisait la traduction? Parce que c'était pas écrit pareil. Bah voilà, peut-être qu'il faut pas lui parler pareil, et c'est plus fort et plus lentement.
Nous voulons aller à Géal, énoncez-vous. Plus fort et plus lentement. Nous vouloir Géal, allez, rayon. Non, mais la prends pas pour une conne non plus. C'est une lampe, finissez-vous par craquer. Ouais, mais magique. Alors sois poli. Vous prenez une grande inspiration pour garder votre calme, plaquez un faux sourire sur votre visage et roucoulez. Lampe magique, direction la cité de Géal. Le barbare recule devant votre corps qui s'illumine d'un faible éclat bleuté pendant que la lampe s'allume soudain. Ah bah voilà, suffisait d'être clair. Traversé par des veines rayonnantes, l'objet crache un faisceau lumineux droit vers l'horizon. Le tapis roulant s'active complètement sous vos pieds et vous prenez place à bord. T'es sûr de vouloir venir, gamin ? Demande le PB avant de se confier. Moi je suis sûr, je peux pas laisser un bidule à l'eau de fumier transformer les gens en saloperies de creux. C'est comme ça, c'est mon combat. Mais, et toi ? Vous prenez un instant pour réfléchir à ce que vous ressentez. La lampe ronronne dans votre main. Elle est chaude au toucher. Quand on s'est rencontrés, Talenonia, tu m'as suivi sans poser de questions. Tu m'as accompagné alors que j'avais la plus grosse cible d'Erner sur le dos. Techniquement, tu l'as toujours, blague-t-il faiblement. Cette fois, c'est moi qui t'accompagne. On peut pas en rester là. Pas après tout ce qu'on a subi pour ces conneries. Merci, Billy. Il vous regarde avec sincérité et sourit. Je suis content que tu sois avec moi. En plus, y a que toi qui peux conduire. Tu te souviens de comment marche ce machin ? Vous ricanez ensemble d'épuisement et commencez à chanter à tue-tête pour faire démarrer le véhicule antique. Votre lampe est connectée au tapis et vous poursuivez le voyage en perçant le silence du désert sur lequel la nuit commence à tomber. La route va être longue jusqu'en 345. Je fais plein de liaisons qui ne doivent pas être faites. J'ai jamais aussi mal lu en live, je crois. C'est terrible. C'est terrible, je m'en excuse. Par contre, l'avez-vous remarqué ? Au-delà du fait qu'il y a plein de passages qui fonctionnent très très bien, pour le coup, l'humour fonctionne très très bien. L'humour est vraiment vraiment excellent, je trouve. Ça, il y a zéro doute. Et je trouve qu'il fonctionne même mieux que sur le tome 1. Globalement, de toute manière, voilà, je sais plus parler, c'est une dinguerie. Globalement, je trouve que le tome 2 est meilleur que le tome 1 sur à peu près tous les aspects en réalité. À part peut-être la structuration du récit, ce qui est quand même problématique pour moi, mais le scénario est quand même plus intéressant, je trouve. Bref. Et du coup, avez-vous remarqué que lampe magique, direction la cité de Géal. Donc, 7 mots. Donc, il a utilisé la loi 7. Donc, il s'est mis en danger, quelque part, si je me rappelle bien de ce que disait la loi 777, la loi garde-fou à la loi 7. A priori, il vient de se mettre en danger, Billy, puisque en ayant usage d'un des vœux de la lampe, eh bien, il se rapproche de sa limite de vœux possible avant de mourir. Donc, ça m'étonne que les personnages ne s'en soient pas rendus compte. Ça m'étonne que Billy ne se soit pas fait la réflexion. Et qu'il n'ait pas recoupé ce qu'a dit Fanta et ainsi de suite. Enfin bref. Et ouais, là, ça m'étonne beaucoup que Billy n'ait pas fait le rapprochement que peut-être il venait de se mettre en danger. Mais ça risque d'être intéressant parce que installer un truc comme ça, où le lecteur a conscience de ce qui se passe et pas les personnages, ça peut être très intéressant, je trouve. Notamment dans un livre dont vous êtes le héros, parce que du coup, on va pouvoir faire nos choix en fonction de ça, potentiellement à un moment. Donc ça, je trouve ça très intelligent pour le coup. Et j'aime beaucoup. On a une petite illustration de Sapana sur son scoripendre, je crois que ça s'appelait comme ça, pendant qu'elle prenait la fuite, du coup. Scorpidre, pardon. Scorpidre, lui-même sur une Raimanta géante, enfin bon, bref. Une belle illustration où on voit juste la queue du Scorpidre et le look de Sapana. Hop. Elle est un peu badass. Et du coup, personnellement, je trouve que ça sonne fortement comme une fin d'acte. Je pense qu'on va aller en 345 et qu'on va avoir peut-être ce genre de fin d'acte qui arrivait fréquemment. C'est-à-dire une fin d'acte où on a une petite scénette entre des dieux peut-être. Souvent les actes se terminent comme ça dans
l'œuvre de Bob Lennon, et je trouve ça vraiment sympathique. Donc si on arrive sur la fin d'un acte, je m'attends à ce qu'il y ait une petite intervention divine. On va voir. Ou bien si c'est pas sur ce paragraphe, ça sera peut-être sur le suivant, quoi. 345. Vous êtes secoué par le barbare qui vous réveille avec sa douceur habituelle. Votre gorge est serrée et douloureuse d'une nuit de chant. Tout votre répertoire y est passé. Chants du matin, chansons grivoises, hymnes à boire, variétés crénelorniennes, publicité pour la lessive. Vous vous êtes relayé pour ne pas perdre le rythme et rejoindre Géal au plus vite, vous rendant 5 points de vie grâce à vos courtes phases de sommeil éveillé. Le jour se lève sur un ciel lourd, chargé de nuages lointains et de tonnerres furieux. Le tapis ralentit, et une inquiétante réalité vous tire de votre torpeur. Vous êtes presque au point mort. « Billy, on perd de la vitesse, qu'est-ce qui se passe ?» confirme votre ami. « C'est bizarre, dites-vous en inspectant la lampe. Son éclat est curieusement plus terne. Au loin, ce que vous preniez jusque-là pour un ciel bas est en réalité une tempête. Vous devrez la traverser pour rejoindre la capitale. Heureusement, le rayon de la lampe continue faiblement d'indiquer la direction à travers le cyclone. « On file droit dans le merdier ?» questionne le PB. « Pas le choix. Ferme la bouche et chante. » Vous progressez au milieu des vents violents, des sables fouettants, du tonnerre fracassant et des éclairs tranchants. La sensation terrifiante, mais désormais habituelle, d'assister à la fin du monde vous saisit à nouveau. Mais cette fois, quelque chose ordonne aux éléments. Vous scrutez péniblement les alentours, distinguant des silhouettes immenses qui se dressent dans le chaos. Plusieurs créatures titanesques s'agitent, fébriles et en colère, prisonnières du pouvoir de l'alarme et de l'influence de Sapana. Elle a dû les poster là pour bloquer votre progression, ou empêcher quiconque de quitter la cité des sables. Vous êtes encerclé ici d'un scarabée montagne, là d'un bousier Goliath, là encore d'une tarentule de granit. Il y a ainsi des dizaines de monstres colossaux qui rôdent dans cette tempête, causée par leur simple présence. Par chance, elles ne vous prêtent aucune attention. Pour elles, vous n'êtes qu'un insecte de plus perdu dans le bourbier qu'elles soulèvent. Impossible de continuer. Mieux vaut opérer un demi-tour. Du moins, c'est ce que vous auriez fait si votre tapis n'avait pas décidé de tomber en panne à cet instant précis. Malédiction. Vous êtes piégé au milieu de ce calvaire. Que faire ? Si vous avez la fusée éclairante en votre possession, allez en 519. Sinon, avancez en 475. Ok, je me suis trompé. On n'est pas encore sur la fin de l'acte. Est-ce que je peux récupérer des points de vie ? Je ne suis pas sûr, puisque au maximum de points de vie, je suis censé en avoir 7. Ah, je suis censé en avoir que 7 max et je suis arrivé à 8. On n'est pas censé pouvoir avoir plus que sa jauge de points de vie, je crois. Hein. Est-ce qu'à un moment, je me serais trompé ? Ah, je sais plus. Je ne sais plus. Bon, je pense que je vais mettre 7, parce que je pense qu'on devrait avoir 7 maximum. Donc là, du coup, la récupération des 5 points de vie ne nous sert à rien. Et nous ne possédons pas de fusée. Donc pareil, je crois qu'on va être un peu dans le caca. Ah. Bon, bah j'allais dire que l'acte allait être peut-être un peu plus long. Et l'acte ne va pas être plus long. Bah, décidément, je suis vraiment pris au dépourvu sans arrêt, là, je vous avoue. Pour le coup, c'est cool d'être pris au dépourvu. 475. Le tapis est hors service, mais la lampe continue de pointer votre destination de son rayon de plus en plus déclinant. Vous abandonnez le tapis et poursuivez à pied avec pour boussole la ligne. Malgré toutes les bonnes idées que vous avez pu avoir par le passé, rien ne vous vient à l'esprit cette fois. Vous progressez laborieusement avec la conviction que vous ne survivrez pas à cette mauvaise passe. Une de ces créatures va finir par vous remarquer, et là... Autour de vous, des ombres plus petites commencent à rôder dans le vent furieux. Vous prenez une posture pour vous défendre, mais vous arrivez à peine à tenir debout ou à ouvrir les yeux. Un petit coup vous tapote par derrière et vous sentez quelque chose de dur s'enfoncer entre vos omoplates. Un fumeau, pensez-vous, surpris et rassuré. Et un autre. Le rayon de la lampe, si faible soit-il, a certainement dû les guider jusqu'à votre position. Les deux créatures s'inclinent afin de vous témoigner leur soumission. « Ils ont l'air plus dociles qu'à l'aller !»
criez-vous par-dessus le vent. S'ils veulent pas faire chier, on va pas se plaindre. Qui chez le bon fumeau? Bah oui, chez toi, bah oui, félicite le barbare en grattant le bec de la tête. De la bête. Vous montez les créatures qui traversent la tempête comme si de rien n'était. La chevauchée est chaotique, mais à l'autre bout du tunnel orageux vous attend Géal. Comme vous le pensiez, vous n'étiez qu'à quelques encablures de la citadelle du désert, désormais prisonnière des tempêtes générées par les créatures titanesques qui l'entourent. Les remparts blancs de la capitale dessinent une ligne parfaite entre l'ocre du sable et l'azur du ciel. Reste à voir ce qu'il se passe derrière. En 500. Et qui dit 500 dit nouvelle centaine. Qui dit nouvelle centaine dit début d'un nouvel acte. L'acte 5. Allez, petit spoiler. Le guide. Donc, ça sera tout pour aujourd'hui. On arrête. Désolé, vraiment, je m'excuse. Mais c'est bien, le live m'aura servi de leçon. Je m'excuse vraiment sur ce live, j'ai l'impression d'avoir été en grande difficulté à la lecture, d'avoir eu beaucoup de difficultés à tout en fait, à faire l'animation et tout ça. J'ai l'impression d'être vraiment fatigué de fou, d'avoir bafouillé comme jamais. Ça m'aura servi de leçon, je sais que la prochaine fois, il faut que je m'écoute. Parce que j'ai failli ne pas faire ce live, et je me suis dit, ah quand même, ça serait bien, parce qu'après, c'est pas sûr que je live pendant quelques temps et tout ça. J'aurais dû ne pas faire le live et écouter le fait que j'étais pas en état de live. Désolé. J'espère que malgré tout, vous avez réussi à comprendre et à suivre à peu près ce qui s'est passé dans cette fin d'œuvre. Enfin, dans cette fin d'acte 4, l'alarme. Ça y est, Sapana a mis en esclavage, si on peut dire Nadi, a son armée de creux, va vers Géal. Elle a cru nous enfermer et peut-être nous condamner dans le tombeau d'Alistair. Nous nous en sommes sortis. Il y a des choses étranges qui se passent avec la lampe, mais grosso modo, elle nous sert bien à faire des vœux qui peuvent nous être défavorables, mais qui nous permettent, en l'occurrence, de poursuivre Sapana dans le désert. Et donc, la prochaine fois, nous serons proches de Géal, prêts à en découdre, j'imagine, sachant que, encore une fois, les fumeaux nous aident. Encore une fois, les fumeaux, on y pense, hein. Forcément, ça fait penser aux dieux ornithorynques et ainsi de suite. Donc, est-ce que on n'a pas... est-ce que Sapana, qui est, entre guillemets, l'héros de... donc, H-E-R-A-U-L-T, l'héros de Véter, est-ce que, quelque part, nous, on n'est pas l'héros de Fumtar et compagnie, comme le pur barbare serait le héros de Zar, entre guillemets. Donc ouais, j'aime beaucoup le fait que les dieux s'invitent beaucoup de la partie et qu'il y ait beaucoup de liens à la mythologie, aux divinités, tout ça, je trouve ça super intéressant. Écoutez, comme je suis très fatigué, je ne vais pas faire durer plus qu'il ne le faut. Si vous m'avez regardé en rediffusion sur YouTube, je vous invite à laisser un like ou un dislike selon votre appréciation de la vidéo. Je vous invite à laisser des commentaires, à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur les réseaux pour savoir quand auront lieu les prochains lives. Comme je vous le disais, dans les 2 semaines à venir, les lives vont être assez perturbés, je pense. Mardi, c'est certain qu'il y aura live de lecture sur Jules Verne. Par contre, je ne suis pas en mesure de vous dire s'il y aura vendredi. C'est possible, mais je ne suis pas en mesure de vous le dire. Et si j'ai des créneaux pour faire des lives, je privilégierai les lives de lecture de l'île mystérieuse de Jules Verne. Comme il ne nous reste plus que 3 lives pour terminer cette œuvre, j'ai vraiment envie que ça se fasse dans les semaines à venir et pas dans 3-4 semaines, quoi. Donc voilà, vous savez comme ça quel est mon ordre de priorité sur les semaines à venir, où je ne pourrai pas faire beaucoup de lives a priori. Et puis du coup, sur la Corne des Sables d'Ivoire, pour l'acte 5, le guide, je ne sais pas encore quand ça aura lieu. On a toujours les lives tri de ma bibliothèque qui attendent. Ça, j'ai hâte de le faire aussi parce que moi, ça m'aide de trier ma bibliothèque. J'ai besoin de la trier. Donc, j'ai vraiment aussi hâte de refaire ce genre de live. Et puis, évidemment, comme j'en parlais en pré-live, donc si vous me regardez en rediffusion, vous n'aurez pas eu cette partie. C'est uniquement sur Twitch.
Comme j'en parlais en pré-live, si je peux dire, hem, j'ai vraiment l'idée aussi de potentiellement faire des lives un peu différents ces jours-ci. De potentiellement seulement discussion, «débat» entre guillemets, débat ou en tout cas, se poser des questions et discuter sur ces questions. Et même faire d'autres choses, de la musique, j'aimerais bien. Potentiellement aussi, on en parlait tout à l'heure du gaming. Donc, ouais, il y a beaucoup de choses qui me tentent en ce moment. Beaucoup de choses qui me tentent. Je sais pas encore où ça va aller, est-ce que je vais mettre en place ou non. Mais il y a beaucoup de choses qui me tentent. Malheureusement, dans les 2 semaines à venir, j'aurai assez peu de créneaux pour live. Quand j'aurai des créneaux, ça sera priorité à Jules Verne et dans un second temps, priorité à la Corne des Sables d'Ivoire, je pense. Voilà, voilà. On se tient au jus. Je vous dirai quoi sur les réseaux de toute manière. Je vous souhaite une excellente fin d'après-midi, une excellente fin de week-end. Merci Charline, Chamas et Lucie d'être passées. Et je vous dis à la semaine prochaine, à mardi, pour la suite des aventures. Bye bye.